Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes mercredi, nous sommes en plein milieu de semaine et nous avons gardé évidemment le meilleur pour le milieu de semaine et non pas pour la fin, car notre invité du jour est un présentateur que vous connaissez bien grâce à sa voix grave et suave. Il nous embarque à bord du navire Actualité tous les soirs sans provoquer la moindre secousse. Il vous donne rendez-vous évidemment en chaque début de soirée pour vous dévoiler tout ce qui agite le monde avec une humilité et un professionnalisme qui font partie de son ADN. Journaliste, animateur et écrivain, cette tête de gondole du groupe M6 reste néanmoins discrète, mais vient nous montrer aujourd'hui qu'il possède plus d'une corde à son arc. Bonjour Xavier Demoulin. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous présentez le 1945, c'est tous les soirs sur M6, en semaine bien sûr, c'est le JT de la chaîne M6 pour ceux qui ne le savent pas encore. Avant qu'on parle de ce JT, de vous, de vos livres, évidemment, je voudrais juste vous poser une question super métaphysique. Le 1945, j'ai regardé par exemple toute la semaine dernière, il démarre entre 19h48 et 19h50. Pourquoi Xavier ? Pourquoi il s'appelle le 19h45 et qui ne démarre jamais à 19h45 Jamais. C'est une question terrible. Pourquoi 66 minutes ne fait pas que 66 minutes, mais beaucoup plus? C'est vrai que c'est une question métaphysique dont je n'ai pas la réponse sur ce plateau. C'est la pub principalement. C'est l'antenne qui fait ses réglages et on part en fonction de plein de critères. Alors là, pour le coup, c'est des critères purement d'antenne et de programmation qui m'échappent un tout petit peu. Mais vous ne dites pas c'est 19h45, il ne faut pas... Non, je suis obsessionnel et psychologique sur plein de trucs déjà, ça va. Sur ça, je peux laisser 2-3 minutes de marge à M6. Alors le journal dure à peu près une vingtaine de minutes, c'est sa durée, 20-26. Il s'est allongé depuis ses débuts. Est-ce qu'on est aujourd'hui à peu près au maximum de ce que fait ce JT ? Il est entre 24 et 26. On a eu des éditions parfois à 30. Évidemment, quand c'est des éditions spéciales, on peut monter à 50, 57, 1 heure, voire plus. Gilets jaunes, c'est arrivé que vous fassiez plus Non, attentats surtout, attentats. etc. Tous ces événements dramatiques, évidemment. Donc là, on casse et on mobilise toute la rédaction, et là, c'est plus une question de durée, mais disons que notre durée de croisière, on va dire comme ça, aujourd'hui, s'est établie entre 24 et 26 minutes. Et évidemment, c'est l'ADN d'M6, ce JT qui est juste avant les autres, même s'il n'est pas forcément toujours à 45, et on va en parler évidemment dans quelques instants. Est-ce que vous regardez ce JT ? Est-ce que vous appréciez Xavier Demoulin ? Est-ce que vous suivez l'actualité sur M6 ? Vous le regardez le week-end ? Vous lisez ses livres ? Vous n'hésitez pas. Vous avez des questions, des commentaires et des suggestions. Il répondra évidemment à tout après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Bonjour Nicolas. Bonjour les internautes Les internautes en direct. Et attention, on démarre CNews évidemment avec les audiences d'hier. Absolument aucun suspense. Un jingle qui Exactement. C'est pas grave. Ils ont envie de danser en régie. Aucun suspense hier. Aucun C'est France suspense. 3 qui gagne et de très loin. Et oui, franchement, nous pouvions évidemment prévoir à l'avance quelle chaîne serait largement en tête du classement. Pourquoi ? Car France 3 a dégainé un nouvel épisode inédit de Capitaine Marlowe. Et comme d'habitude, la série française a littéralement cartonné, explosé les scores d'audience. Bref, un succès incommensurable. 6,9 millions de fidèles ont observé ce duel au sommet entre Corinne Maziero et Isabelle Adjani, qui est rarissime à la télévision, on le rappelle. Ce qui représente comme ça quasiment. Exactement, ça se rapproche de l'audience des Enfoirés, qui est une émission de divertissement. 7 millions, Exactement, 30% de part d'audience. À un titre de comparaison, c'est 3,6 millions de téléspectateurs de plus que TF1 qui poursuivait la diffusion de la 3e saison de L'Arme Fatale. Sur la 3e marche du haut podium, on retrouve France 2 qui retransmettait en direct la première demi-finale de la Coupe de France de football opposant Lyon à Rennes. Et enfin, on termine avec M6 qui, comme on pouvait le prévoir malheureusement, s'effondre après le lancement de la série Un avion sans aile la semaine dernière. Les 2 épisodes inédits de la soirée ont rassemblé 2 millions de téléspectateurs. C'est 819 000 personnes de moins donc que la semaine dernière. Ce qui fait une moyenne assez satisfaisante sur les deux. Il faudra évidemment attendre les replays. La fiction française se porte bien, très bien. Xavier, ça fait 2 ans maintenant que les séries françaises battent régulièrement et voire presque tout le temps les séries américaines. Comment vous l'expliquez ? C'est la qualité des séries. On est enfin arrivé à faire des fictions qui sont bonnes. On a des créateurs, on a des scénaristes d'exception. On ne met pas suffisamment en avant d'ailleurs ni les scénaristes ni les réalisateurs. On parle beaucoup des acteurs. Mais un film, c'est José Dayan pour le coup. Capitaine Marlowe, elle est très connue et bien c'est sûr, une grande réalisatrice. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un film, une série, c'est d'abord une bonne histoire. Et cette histoire-là, c'est les scénaristes qui les font. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. C'est, comment dirais-je, des cerveaux précieux qu'il faut savoir conserver. Et en France, ils sont nombreux et très talentueux.
quelque chose comme Capitaine Marlowe, ça vous surprend, c'est absolument incroyable, ce personnage atypique, complètement dingue, un Colombo à la française avec un accent. Le problème, c'est que ça fait à peu près 2 ans que je me dis, il faut absolument que je regarde. Quand j'en vois une, quand même. J'avoue, je ne l'ai jamais vue, mais cette femme, elle a l'air très sympathique. Ouais. Et les Français l'adorent. Ouais. Et puis, avec ça, au-delà du look et de la chapka, mais il y a un élément d'identification. Et tous les gens qui m'en parlent, toutes générations confondues, m'ont dit, mais c'est génial ce truc-là, regarde. Qu'est-ce que tu fous de Moulin? Donc vous allez regarder. Quand même. L'audience va monter encore la semaine prochaine. Vous allez voir les spectateurs. On va rajouter Xavier de Moulin et toute la famille. On continue ces news médias avec l'émission politique de France 2 qui va devoir changer sa programmation. Expliquez-nous ça. Exactement. Alors c'est vrai que le feuilleton autour du prochain numéro de l'émission politique prévu demain soir sur France 2 n'en finit plus. Alors nous vous rappelions hier sur ce plateau que Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau avaient saisi la justice pour contexter leur exclusion du débat organisé par la chaîne de service public dans le cadre des élections européenne. Le tribunal administratif a finalement ordonné à France 2 d'inviter ses têtes de liste, estimant que leur mise à l'écart constituait une atteinte grave au caractère pluraliste de l'expression des pensées. Le groupe audiovisuel de service public a donc pris acte de cette décision et a finalement convié les responsables politiques dans cette émission. Il n'empêche que France Télévisions a décidé de faire appel de cette décision car la direction estime qu'elle porte une atteinte grave à la liberté de la presse et selon une information du Figaro qui a été révélée hier en fin d'après-midi, Nathalie Arthaud a saisi à son tour la justice pour participer à l'émission politique. Je pense qu'on va avoir à peu près 50 personnes demain soir sur le plateau de France 2. Et Thomas Soto a déclaré hier que ce n'était pas le rôle de la justice de s'immiscer dans la programmation d'une émission. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Xavier? Je crois qu'ils étaient 8 candidats, ils vont être 12 ou 13 demain sur le plateau. Dans son rôle, c'est normal que les candidats qui sont exclus aient envie de participer à l'émission. Donc voilà, et puis il y a un choix évidemment libre de la part de Thomas d'inviter bien qui veut dans son émission. Donc c'est pas à moi de trancher sur cette question-là, mais on peut comprendre que chacun essaie de défendre les prêches pour sa paroisse. C'est tout à fait normal, surtout en temps de campagne. On termine, Damien, avec le pape qui a livré son avis sur le travail des journalistes et il n'a pas été très tendre. Exactement. Le souverain pontife a décidé de glisser un petit tacle aux journalistes à l'occasion d'une interview accordée à la Sexta, qui est une chaîne de télévision espagnole. Alors le pape a notamment été interrogé sur le sort des Rohingyas. Vous savez, c'est cette minorité musulmane qui est persécutée en Birmanie par les militaires et il regrette, je cite, que personne n'en parle, jugeant que c'est une manière de faire du journalisme qui n'est pas juste. Le chef de l'Église catholique a profité de cet entretien pour également donner ses commandements. Selon lui, les journalistes doivent éviter 4 péchés. Alors, je les cite, la désinformation, la calomnie, la diffamation et la coprophilie. Alors, la coprophilie, c'est quoi? Coprophilie. Voilà. Alors, c'est selon lui, la définition du pape, je vais le citer, c'est l'amour pour le caca, les choses sales, bref, le goût du scandale. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape. Très bien. Bon, je vais aussi regarder ce qui se passe dans l'église avant. Les journalistes sont évidemment très critiqué, Xavier. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Les derniers sondages donnent 22% seulement de Français qui croient aux journalistes. C'est quasiment autant que les politiques, je crois. Même la secrétaire Marlène Schiappa, qui parlait notamment des émissions comme Envoyé spécial et Cache Investigation, en les qualifiant de populistes. Vous comprenez ce dialogue-là? Comment une ministre peut qualifier ces émissions qui soient populistes? Non, je ne comprends pas. Élise Lucet, c'est des émissions formidables. Élise Lucet, elle est... Enfin, pardon, mais c'est une très grande journaliste. Son travail est franchement, à chaque fois, fait événement. Elle a inventé quelque chose à la télévision. Dans Cache Investigation, par exemple. Bien sûr. Ouais. Donc, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et quant à la défiance des Français... c'est vrai qu'il y a un Français sur 5 aujourd'hui qui croit à la théorie du complot, enfin qui est sensible aux théories du complot. C'est pas simple aujourd'hui d'informer. Moi, je suis dans une rédaction, il y a 100 personnes qui, je vous promets, font en toute honnêteté leur travail tous les jours de leur mieux possible, s'arrachent sur le terrain et aiment ce métier et l'ont à cœur. Donc c'est vrai que ce ressenti-là, par rapport à ce que nous, on vit dans la rédaction à M6, c'est 2 planètes. On ne comprend pas pourquoi on est montré du doigt comme ça. Et c'est pour ça qu'on a un rôle aujourd'hui de pédagogie, on a un rôle d'explication, de décryptage. Les gens ne nous attendent plus pour apprendre l'information, mais ils comptent vraiment sur nous pour leur donner les éléments pour se forger une opinion. Prendre un peu de recul, Et nous, on essaie vraiment, en toute honnêteté, humilité et simplicité, de leur donner ces éléments-là. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, en travaillant sérieusement et dignement, qu'on arrivera à inverser peut-être un jour la tendance. Mais il ne faut pas désespérer l'âme humaine non plus. Il y a aussi des gens qui croient encore aux journalistes et à l'information. Et on a une très très belle
Et 90% des Français pensent que les journalistes sont nécessaires. Et évidemment, Mais et bien heureusement, sûr, mais c'est et pour ça heureusement que encore. cette espèce de relation d'amour-haine, elle dit aussi quelque chose comme ça. Voilà. Il y a une sorte de passion qui anime le débat. La guerre est la façon d'aimer des impuissants, disait Anouilh, pour reparler littérature. Damien, Oui, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, Nicolas. Une Mais on news, reviendra demain, attention. du croustillant. Évidemment, dès demain, tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent avec Xavier Deloux. Xavier, vous présentez tous les soirs le 1945 sur M6, un JT dans lequel vous balayez évidemment l'actualité du jour. Et souvent, lorsqu'on évoque les JT du soir, ces fameuses grands-messes comme on les appelle, on parle de ce TF1, de France 2 et beaucoup plus rarement d'M6. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas au même horaire que les autres? Non, à cause de vous, peut-être. J'en sais rien. Oui, On est à c'est Télé vrai, Magazine, donc on est à Presse Télé. Vous aussi, vous défiez les journalistes comme ça. Mais non, mais je ne les défie pas. Je dis qu'on est un journal d'information nationale. On va fêter nos 10 ans à la rentrée. Moi, ça fait 9 ans. Je suis très heureux d'être là et très fier de ma rédaction. On a, je vous le disais, 100 personnes qui travaillent avec cœur et professionnalisme et humilité aussi pour avec de vraies délivrer évolutions. On la le voit, meilleure l'image, ça a information. beaucoup Donc, je évolué pense que c'est une perception des journalistes médias et c'est absolument pas un ressenti des gens qui regardent le JT d'M6. Pour les spectateurs, on est un journal d'information nationale au même titre que TF1, France 2 et aussi France 3 avec le Soir 3. Donc c'est plutôt vous, les journalistes médias, qui avez plaisir à continuer parfois à nous mettre opposer le 20h, à opposer le 20h, allez, TF1 et France 2 et France 3 aussi. Alors que je pense que là vous faites une erreur d'appréciation et on comprend pourquoi devant ça les gens ne croient plus vraiment les journalistes. Pour revenir au débat précédent. Alors on va le voir C'est de la évidemment. faute de la presse télé. C'est évidemment la faute. On va prendre pour Le vous vieux ce matin. raccord, un peu bizarre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le 1945, Ouais. il y en a quelques-uns en France évidemment, rares de plus en plus. Si on se branche sur M6 le soir 19h45, qu'est-ce qu'on va voir, Xavier? Vous parliez de ce recul, une série de reportages, plutôt de l'analyse en plateau, Non, un JT qui ne ressemble pas vraiment aux autres? Non, on essaie, je me répète, mais l'information aujourd'hui, tout le monde l'a quasi en temps réel sur les smartphones, et ça c'est un autre débat, on peut en reparler. Nous, on essaie de refaire un point et en hiérarchisant évidemment les grands faits d'actualité, du hard news à une partie plus magazine à la fin du journal, et puis une partie culturelle aussi. On est le JT qui faisons le plus de sujets culture, toutes chaînes confondues. Ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier et que je rappelle. Et puis en balayant cette actualité, on donne des éléments de décryptage, des éléments pédagogiques grâce à des infographies, grâce à des éléments, notamment de réalité augmentée, etc., des tas d'outils qu'on a à disposition pour donner aux gens un maximum d'éléments pour se forger aussi leur opinion. Justement, il y a une particularité, une singularité. On sait que par exemple France 2 mise beaucoup sur les reportages internationaux, France 3 c'est la proximité, TF1 fait un peu un mélange Nous, de c'est ça. le décryptage. C'est vraiment le décryptage, c'est ça la singularité. C'est le de votre décryptage, JT. la pédagogie avec différents niveaux d'information. Vous avez vu là sur l'image que vous avez passée, Oui. vous avez le présentateur, Nathalie Renou le week-end et moi en semaine, et puis Karine Guillotte pour le 12-45. ouais. Et puis derrière nous, il y a des grandes fresques, donc c'est déjà un premier élément d'information. Ouais, le Et décor puis- joue beaucoup dans votre JT. Oui, hein, et puis c'est il y a très des éléments ouais. à côté de nous, des éléments de réalité augmentée qui viennent avec des chiffres clés ou des mots-clés comme ça, venir donner notre ligne d'information, et puis il y a ce qu'on dit, et puis il y a le sujet qui arrive. Voilà, donc c'est assez complet grâce à cette modernité, cet outil. Damien? Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de Télé Magazine. Vous pouvez envoyer toutes vos questions et un peu vos critiques parce que j'ai énormément de compliments. Comme d'habitude, Ah bah, Béa, évidemment. voilà, qui estime que les infos d'M6 sont les plus performantes en qualité et en simplicité. Je regarde également le 12-45 lorsque je ne travaille pas. Tous vos journalistes sont agréables. Voilà, c'est un message de sympathie de Merci, Béa. c'est gentil. Il y a également Sylvain qui est avec nous sur la page Facebook de TV Magazine et une question de Loïc qui souhaite savoir est-ce que vous êtes indépendant dans la façon de traiter votre information ou est-ce que parfois vous recevez des consignes de la part de la direction disant cette information-là, il ne faut pas la traiter. Alors ça, comment ça Loïc. s'appelle C'est Loïc. Loïc, ouais, voilà, ouais. Alors je Qui vais constamment répondre. vous êtes indépendant, mais Eh ben, Loïc, je suis indépendant et je vous le dis et je vous le confirme. Jamais on a reçu un coup de fil de qui que ce soit pour nous dire non mais ça surtout pas.
Il n'y a pas de ce genre de courant d'air n'arrive pas jusqu'à la rédaction. Pour parler de l'actualité, parce que dans des sujets comme Capital, The Interdit, c'est déjà arrivé que Nicolas Taverneau intervienne parce qu'il ne voulait pas qu'on parle d'un annonceur. On n'a jamais ça, même quand il y a des problèmes chez des annonceurs. On n'a jamais eu de... On a eu des cas d'annonceurs où il y a eu des choses un peu compliquées, je me souviens. Parce qu'ils s'étaient mis en cause dans un phénomène d'actualité, par exemple. Mais on les a évidemment traités. Enfin, voilà. Sinon, on ne fait pas de JT d'information. Il n'y a pas de censure chez nous à ce niveau-là, non. Votre JT va jusqu'à peu près 20h10, c'est ça, 20h10, 20h15. Ouais. Il y a à peu près 2,8 millions de téléspectateurs en moyenne, 13% de part d'audience. Quand on se retrouve face aux deux mastodontes du 20h, notamment qui mobilisent à peu près 50% de l'antenne à eux deux, TF1 et France 2, est-ce qu'à un moment on se dit qu'on a tapé un plafond de verre, Xavier, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de progression? Il y a toujours une marge de progression. On essaie d'ailleurs sur la partie la cible FRDA, on est devant TF1 maintenant, on est leader quasiment tous les jours sur cette ménagères, en fait, voilà, dont on parle, sur cette cible-là. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'on a monté des marches. C'est vrai qu'il y a un plafond de verre qu'il faut arriver à comment dirais-je, à essayer de le casser, et on travaille à ça. Après, est-ce que le but ultime en volume, c'est de rattraper TF1 et France 2? Non, le but ultime, c'est d'avoir des gens comme ça qui sont satisfaits de notre manière de délivrer l'information et d'être le plus professionnel possible et le plus sérieusement possible. Et si après, derrière, on arrive encore à grappiller des points d'audience, c'est déjà énorme ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec un marché de la télévision qui est plus qu'il était non plus. Hein. Donc se maintenir à 13-14 avec notamment des points, avec les chaînes d'infos comme BFM qui ont pris à 3-2, 3-3 comme c'est arrivé régulièrement ces derniers temps, c'est déjà une grosse performance si on parle audience pure. Vous parliez évidemment des sujets, de la façon dont vous le traitiez, notamment des sujets qui peuvent être touchy comme les gilets jaunes, j'imagine. Est-ce que le traitement et les critiques dont a été victime BFM TV, qui est une chaîne d'infos en continu, y compris au sein même de la rédaction, puisqu'il y a eu une défiance des propres journalistes de BFM TV contre leur direction, j'imagine que vous les regardez évidemment, ces chaînes d'infos comme les autres, vous trouvez qu'ils ont été trop loin, BFM, dans leur traitement ou pas? On rappelle, c'est une chaîne d'infos en continu, bien entendu, c'est assez différent d'un JT. Disons que moi j'ai vu là qu'il y avait des reporters qui se plaignaient que la direction les obligeait à traiter de ça et que de ça et qu'ils en souffraient. Il y a eu je sais pas, un vent de révolte en interne. Oui, absolument. Et moi je peux entendre ça. Ils étaient même accompagnés par des gardes du corps et tout. Après, pourquoi on fait les choses en fait? C'est pas à moi de juger BFM TV, je suis pas là pour ça. Mais pourquoi on fait les choses? Est-ce que c'est pour une logique court-termiste, pure, d'audience? Et de faire entrer du blé sur sa chaîne, ou est-ce que c'est pour une logique d'information et comment on informe? C'est ça la question en fait. Moi je ne travaille pas sur une chaîne info et je travaille sur M6, donc je ne suis pas lié à cette problématique-là. La vraie question c'est pourquoi on fait les choses? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est des valeurs est-ce que c'est une logique court-termiste ou moyen-termiste ou à long terme? Moi, je pense qu'à long terme, ça peut poser des questions, et à court terme, ce qu'on gagne aujourd'hui, si c'est mal acquis, ça profite. Vous m'avez compris. Damien, vous pour une autre question. Alors, tout à fait, Victorien, une question très intéressante sur votre livre dont on parlera dans quelques instants, La vie sans toi. Mais tout d'abord, une question de Pierre qui souhaite savoir si vous aimeriez vous lancer dans le divertissement. Un peu comme un certain Julien Courbet qui anime lui aussi un magazine d'information qui s'appelle Capital sur M6. Est-ce que vous pourriez justement faire du divertissement? À présenter autre chose. Capital, c'est du divertissement. J'ai pas compris, Damien. Je dis que Julien Courbet animé des divertissements. Non, mais j'en sais rien. Vous avez animé Paris Dernière, on se souvient sur Paris Première, c'était une émission à un magazine. Non, moi je suis plus profil magazine d'information, infotainment, pourquoi pas, mais je vais aller, divertissement pur, genre jeu, etc. C'est vraiment pas pour moi. Je pense que je serais très mauvais là-dessus. Comme Samuel Etienne, par exemple, qui cumule le JT, enfin la matinale de France Info, plus les reines de questions pour un champion. Non, j'écris des livres à la place de cumuler des choses. Du talk éventuellement ou pas? Du talk, j'aimerais beaucoup, mais le talk sous quelle forme aujourd'hui? Le talk, il est un peu mort. Franchement, c'est compliqué, mais je trouve ça un peu dommage. Il y a certains... Différentes formes de talk. Hanouna est très différent de Yann Barthès, qui est très différent d'Elisabeth Lemoine ou d'autres. Talk en access. Moi, ça serait plutôt un talk en deuxième partie de soirée, par exemple. Et puis, il y a aussi... Qui ressemblerait plus à ce que fait Frédéric Tadei, par exemple, ce genre de choses? Plus ce genre de choses, oui. De même
qu'une émission littéraire. Le livre aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'endroits pour parler du livre Il y a la en grande France. librairie ce soir, le mercredi, Voilà, mais mais c'est pas beaucoup, c'est tout. Donc il y a peut-être des choses à réinventer autour de ça, autour du talk de deuxième partie de soirée, autour des livres, autour de la culture. Ce serait plus ça ma sensibilité que le divertissement au sens où vous le présentez. Alors, juste avant de parler de votre livre, j'ai une dernière question sur votre magazine, 66 minutes, que vous présentez chaque dimanche à 17h20 sur M6. Un magazine de reportage, comment vous le définiriez, ces différences avec les principaux magazines de reportage qui existent, comme Envoyé spécial, 7 à 8, Zone interdite, etc. C'est quoi la patte de 66 minutes? La patte, c'est du news mag. Des reportages, des bien entendu. reportages. Le dimanche, c'est un temps de télé très particulier, le dimanche après-midi. C'est pas Envoyé spécial, c'est le jeudi soir, c'est un autre temps. Nous, le dimanche, c'est un temps très familial, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est du news magazine avec toutes sortes de sujets, à la fois images, à la fois enquête, à la fois tendance, à la fois parfois d'actu pure chaude de la semaine aussi, on s'interdit rien. C'est une émission assez libre que je prends beaucoup plaisir à faire avec une équipe incroyable. Il faut savoir que 66 minutes, il y a 30% des reportages, pour parler cuisine, qui sont faits, produits par M6, par ces productions qui produisent l'émission, et 70% qui sont achetés à des agences de presse, qui travaillent aussi avec Envoyé, qui travaillent aussi avec tous les grandes émissions comme ça de reportages. C'est un reportage exclusif que vous avez acheté. Ouais, et donc il y a des gens dans ces agences de presse formidables, très intéressants, qui travaillent un peu pour tout le monde. Donc, mais ils ont réussi à chacun envoie des sujets de qualité, mais chacun respecte le ton de chaque émission. Donc 66, c'est vraiment à part. C'est vraiment à part, c'est à la fois positif, informatif, il y a des révélations et c'est familial. C'est un newsmag qui dit tout ça. On voit évidemment parfois des reportages assez incroyables, ça vous manque pas, c'est pas trop frustrant de ne pas aller sur le terrain, de ne pas les faire comme fait Bernard de la Villardière à chaque fois et qui donne envie avec ses voyages. Si, c'est frustrant. Lui, il voyage tout le temps. Il présente pas un JT toute la semaine, c'est vrai. Il ne présente pas les JT bien d'ailleurs. Je crois qu'il a fêté la 500e. Non, bien sûr. Si, parfois c'est frustrant. On se dit, mais une fois de plus, pour voyager, j'ai aussi la littérature. Donc c'est une autre forme de voyage. Donc on ne peut pas être partout et on ne peut pas tout faire. Moi, pour l'instant, j'aime ce que je fais. Mais c'est vrai que de temps en temps, être sur le terrain, comme je l'ai fait longtemps, ça me manque. Un dernier mot, évidemment, sur l'ultime facette publique de Xavier Demoulin, celui d'écrivain. Vous venez de sortir votre nouveau roman intitulé La vie sans toi aux éditions Jean-Claude Lattès, votre 6e déjà roman, un livre dans lequel vous racontez l'histoire de Paul et Eva, qui est un couple qui essaie de sortir la tête de l'eau 8 ans après la mort de leur fils aîné. D'où est venue l'inspiration pour ce livre, Xavier, La vie sans toi? À une réunion parents-prof. Et la vie bascule. Je crois que c'est entre la réunion parents-prof. Un jour, j'ai vu les réunions parents-professeurs et je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, ça me parle ce truc-là. L'inspiration, elle vient de quoi? D'envie de vraiment faire un vrai thriller. J'adore raconter des histoires, j'ai toujours aimé ça. C'est un vrai thriller, psychologique très addictif. Vous l'écrivez presque, chaque chapitre est comme un épisode en fait. On a l'impression de suivre presque une série. C'est gentil de dire ça. Ce que vous avez fait assez. Disons, c'est ce que je voulais essayer de faire, c'est d'emmener. Ça faisait plusieurs livres que je tournais autour du pot, du thriller psychologique, Charles Draper, et puis Les Hautes Lumières, le précédent. Et dans La vie sans toi, j'ai vraiment voulu jouer ce jeu-là à fond, proposer un divertissement sous la forme donc, du thriller, en invitant aussi des thèmes qui traversent mes livres depuis plusieurs livres déjà, et notamment les liens familiaux. Qu'est-ce que c'est que d'être ensemble? Qu'est-ce que c'est que de s'aimer, de moins s'aimer, de ne plus s'aimer? Qu'est-ce qui se passe quand on convoque l'épreuve dans un couple? Et puis c'est aussi un livre pour conjurer le sort, parce que effectivement vous prenez la somme de tous vos cauchemars, vous les mettez dedans, de mes cauchemars, et vous avez cette fiction-là. Donc tout en donnant, je dis, du plaisir au lecteur, en tout cas j'espère. Et ce qui est le cas, votre dernier roman, votre avant-dernier, a été adapté au cinéma avec Manu Payet notamment. Est-ce que celui-ci pourrait faire l'objet d'une adaptation en série? Pourquoi pas sur M6 après tout? C'est en négociation en ce moment. Avec votre chaîne ou une autre? Encore. Avec ma chaîne, c'est pas officiel, mais il y a. Elle a adapté Michel Bussy récemment, on l'a vu, avec un avion. Moi, il y a des gens qui s'occupent de gérer les droits dans les maisons d'édition chez Lattès. Et La vie sans toi en ce moment, il y a des producteurs qui tournent autour. Le livre a été acheté en Italie la semaine dernière. Et puis c'est pas terminé. Il y a aussi d'autres pays qui s'intéressent au livre. Et puis pour la fiction, il y a des producteurs qui
qui aujourd'hui discutent. Et puis il y a des systèmes d'options, d'enchères, etc. Ouais, c'est chouette de sentir que les gens, les producteurs de fiction tournent autour. Vous êtes un écrivain assez différent. Vous êtes entre, on va dire, le populaire et le roman d'auteur. Il y a un petit peu des deux chez vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de dualité qu'on oppose ce soir, par exemple, à la Grande Librairie? Guillaume Musso, qui est le plus grand vendeur de livres en France depuis 8 ans, sera pour la première fois depuis 8 ans invité de François Bunel. Est-ce que vous trouvez que c'est après 16 livres et surtout 10 livres avant et surtout 8 années en tête des ventes, est-ce que vous trouvez ça normal, cette dichotomie toujours entre la littérature élitiste et la littérature populaire? C'est hyper intéressant parce que moi j'essaie de faire de la littérature et du roman populaire. J'essaie de mélanger les deux. Pourquoi on ne pourrait pas dire sous la forme du thriller qui appelle le lecteur à tourner les pages des choses profondes? Pourquoi on s'interdit ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui permet de dire qu'aujourd'hui c'est de la grande littérature, de la petite littérature? Qui s'autorise à faire ça quand on crée des choses, quand on crée une fiction? L'intelligentsia parisienne de l'édition, non? Avec des livres un peu plus élitistes moi, en tant qu'auteur, il se trouve que je connais Guillaume et qu'on est copains aussi, on en parle de temps en temps ensemble. Nous, quand on crée des histoires, on crée nos histoires. Après, de savoir quel label on va avoir, le tampon, etc., j'en sais rien. Si François Bunel décide d'inviter Guillaume aujourd'hui, c'est très bien pour les deux, en fait. C'est bien pour Guillaume et c'est bien pour François, qui reçoit le plus grand écrivain en termes de vente français, le plus lu et le plus populaire. C'est l'écrivain français le plus lu dans le monde. Donc c'est bien pour tout le monde, c'est un bon échange. Après, pourquoi avoir attendu 16 ans? Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, j'aime beaucoup François aussi. Je trouve que son émission, elle est très très bien. En plus, il l'a vraiment modernisé. Mais le livre n'est pas assez exposé en France. Et je vous jure que lire des livres, moi je suis un grand lecteur, j'écris, mais pour écrire, il faut lire. Et je veux défendre ça. L'idée qu'aujourd'hui, lire, ça peut sauver la vie. Et ça peut aider les gens. À l'heure du numérique surtout, c'est important. D'écho pour le livre dans les médias. Un talk littéraire en deuxième partie de soirée. Le message est envoyé à Nicolas Taverneau et Thomas Valentin, évidemment, qui nous regardent. Damien, on va se quitter. On est déjà dans le temps additionnel. On dit au revoir à quelques... On dit au revoir à Victorien. Vous venez de répondre à sa question. C'est formidable. Juste, Maurice, vous souhaitez savoir un petit retour d'expérience sur l'émission de Laurent Ruquier. Vous êtes allé présenter votre livre samedi dernier. Comment vous l'avez vécu, ce passage? C'est souvent assez compliqué parce qu'il y a Christine Angot, Charles Consigny qui sont pas super bienveillants parfois. Mais écoutez, en fait, c'est incroyable parce que ça va faire 20 ans que je fais de la télé et c'est vrai que ça fait toujours peur d'aller là-bas. Je l'ai fait 3 fois, là c'était la 3e fois. J'avoue que Musso n'y est jamais allé parce qu'il sait j'avoue que j'étais il y a un truc qui fait peur dans cette émission. Et après, j'ai eu de la chance parce que et Laurent Ruquier et Charles Consigny et Christine Angot ont aimé mon livre et en ont dit du bien. Donc voilà. Mais et puis cette peur s'estompe après une fois que vous êtes avec les gens portés par l'ambiance. Donc, mais c'est un défi intéressant à faire, quoi qu'il arrive. Très bien. Merci beaucoup Xavier Demoulin, merci d'être venu nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve évidemment du lundi au jeudi aux commandes du 19h45 sur M6 et le dimanche dans 66 minutes, qui dure un peu plus de 66 minutes, mais en tout cas, vous n'allez sûrement pas le regretter. Et je rappelle évidemment la sortie de votre livre, La vie sans toi, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci encore d'être passé nous voir. Damien, on se retrouvera demain, même heure, même endroit. Effectivement, avec un grand monsieur de la télévision française, c'est l'un des confidents préférés des téléspectateurs. Lui, il officie sur C8 et on se retrouve chez lui, sur son canapé. Il s'agit de Patrick Sabatier, qui va donc présenter un nouveau numéro de On se retrouve chez Sabatier. Il viendra nous en parler demain, donc sur ce plateau. Patrick Sabatier, magnifique. Soyez au rendez-vous demain à partir de 10h30. Excellente journée à toutes et à tous.